Bonjour. Un récit de voyage suppose deux conditions. Un voyage et avoir réussi à voyager pour en faire le récit. Cependant, ce ne sont pas les récits de voyage qui constituent en général les meilleures sources sur leur déroulement pratique. À l'exception de la narration d'un événement exceptionnel ou émotionnel, leur objet est le plus souvent le quoi que le comment, qui est un lieu commun. On peut toutefois distinguer deux catégories d'ouvrages, plus tournés vers la mise en œuvre du voyage, les itinéraires de voyage des voyageurs dont l'objectif est de donner des informations pratiques et quelques journaux de voyage détaillés. L'évolution de la production des récits de voyage durant la période moderne est nette, en sachant que tous les voyageurs n'ont pas écrit. Pour la destination Europe, on estime cette production à 2558 ouvrages pour la période moderne, 5% au titre du XVIe siècle, 21% au titre du XVIIe et 74% au titre du XVIIIe siècle. En quoi les modes de transport et de voyage ont-ils ou non contribué à ce mouvement? Cette question va rester en filigrane au cours de cette présentation. Mais qu'est-ce qu'un voyage? Selon Antoine Furtière, dans son Dictionnaire universel de 1690, le voyage est un transport qu'on fait de sa personne en des lieux éloignés. Il pose ainsi les trois conditions du voyage: lieu éloigné, transport, personne. Et quant au voyageur, c'est celui qui fait des voyages par pure curiosité et qui en fait des relations. À la lumière de ces trois conditions, le voyageur est cependant déjà multiple. Qu'il soit professionnel, marchand, un sédentaire comme un paysan allant à une foire, itinérant, le compagnon ou colporteur, étudiant, lettré, pauvre ou riche, quel que soit leur mode de voyage, qu'ils voyagent seuls ou collectivement, les voyageurs de l'époque moderne présentent deux caractéristiques. Ce sont des voyageurs contraints et des voyageurs dépendants. En ce qui concerne les lieux éloignés tout d'abord, si le voyage consiste à aller d'un point à un autre, encore faut-il que ces deux points soient reliés et de le savoir. On passe avec Charles-Étienne en 1552 d'un guide sur les chemins aux routes royales et particulières en 1765 du guide des voyageurs de Claude Michel aux routes les plus fréquentées d'Europe de Louis Dutens en 1783. Du chemin a donc été parcouru. Au XVIe siècle, tout est chemin, même si on distingue des chemins locaux, des grands chemins et des chemins royaux aux largeurs différentes, mais ils sont non construits ni entretenus, ou bien détruits lors de conflits ou d'intempéries, de sorte qu'un autre cheminement possible est nécessaire, et celui offert par les rivières ou les fleuves, voire le cabotage, qui vont ainsi constituer un élément de complémentarité. La route fluviale est très bien organisée dans les pays du Nord, en Allemagne, en Angleterre et dans les pays nordiques. Avant le XVIIe, les modes de transport et les infrastructures qui en découlent ne sont pas orientés vers la satisfaction du voyageur, mais vers la circulation d'éléments prioritaires, le courrier de l'administration publique, la circulation des troupes, les marchandises. Le premier réseau mis en place dès le Moyen-Âge en France comme en Europe est celui des routes mises en poste, c'est-à-dire des routes équipées de relais tous les 4 à 5 lieues, distance que peut parcourir un cheval au galop. Ils doivent permettre aux chevaucheurs royaux transportant le courrier royal de trouver des chevaux frais et de parcourir jusqu'à 90 km/h en une journée, alors que le voyageur, cavalier ou passager, circulant sans relais, ne peut dépasser les 2 à 4 km/h de moyenne. Ces relais seront mis à disposition du public à partir de 1500. Outre le fait d'être perturbés par la mouvance des frontières et les conflits en Europe, les chemins de l'époque sont non seulement des coupes-jarrets potentiels pour tout voyageur, mais aussi des goulots d'étranglement avérés pour l'économie, l'administration du pays et le commerce. Ce sera donc surtout ce dernier moteur qui permettra d'en améliorer l'existence et de les faire progresser, alors que d'autres pays européens comme l'Angleterre, qui a déjà inventé les routes à péage, sont plus en avance. Un nouvel élan sera donné pour l'amélioration et l'extension des routes, en 1716 avec la création du corps des ingénieurs de ponts et chaussées, et en 1738 l'établissement de la corvée qui a pour but de permettre l'entretien des routes. La route ne sera plus comme le chemin laissé au bon vouloir de la nature, elle devient un outil du transport, un produit conçu avec des règles précises. En 1690, Henri Gautier écrit déjà une construction des chemins, tandis qu'en 1775, l'ingénieur Trezaguet va rédiger un mémoire sur la construction et l'entretien des routes qui sera proposé comme modèle à tous les ingénieurs. Les voyageurs vont bénéficier également de l'accroissement des relais de poste, 800 en 1623, 1400 à la fin du XVIIIe siècle. En 1790, les grands chemins et les chemins royaux sont devenus, je cite, soit des routes achevées, dites de première classe, qui relient Paris aux capitales des généralités et aux extrémités du royaume, les routes presque toutes faites, dites de seconde classe, qui relient entre elles ces capitales,
Et enfin, les routes pas très avancées, on dira pas très existantes même, dites de troisième classe au sein de chaque province. Les routes de poste qui étaient de 3300 km en 1580 vont passer à 23 000, doublant ainsi entre 1730 et 1740 pour arriver à un réseau de 30 000 km de route en France. Aujourd'hui, nous sommes à 700 000 km. Tandis que les voies navigables plus lentes passeront derrière ces nouvelles routes, mais continueront d'être utilisées pour le trafic lourd roulant ou le plaisir du voyageur, avec 1000 km de canaux créés, dont le canal du Midi. Le savoir maintenant. Outre des informations plus ou moins complètes contenues dans les récits de voyage, il existe des guides comme le livre des postes, qui à partir de 1707 donne régulièrement la liste de tous les relais de poste. Des itinéraires, des ouvrages que l'on pourrait aussi qualifier de géographie, comme le géographe manuel de l'abbé Expilly, qui en 1767 ne renonce pas moins que tous les itinéraires du monde à partir de Paris. La première carte gravée d'Europe destinée aux voyageurs date de 1511, la carte des postes qui traverse les France de 1632, et vont suivre ainsi des cartes, comme des cartes détaillées, comme les environs de Paris, contenues entre Rouen et Clermont, de Jaillot en 1702, les cartes de Cassini de Thury, réalisées en 1750 à 1791. La notion de lieux éloignés. L'éloignement donc. À l'époque moderne, la distance n'existe pas, dans le sens où il n'existe aucun système de mesure unifié, que ce soit entre les pays, y compris à l'intérieur d'un pays, voire d'une province. L'unité de compte est la journée, dont la définition est elle aussi variable, jour-nuit, jour commençant à 2h ou 4h du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Au XVIe siècle, on dit que la France tient dans un losange de 22 journées de large et de 19 de long. Dans l'itinéraire fidèle de 1765, Paris-Bordeaux est réalisé en carrosse en 12 jours jusqu'à Blaye, puis fini en bateau. L'éloignement est donc plus proche d'une perception temporelle que d'une réalité géographique. Le transport de l'époque moderne n'est pas lié donc à la distance, mais à la durée. Contrainte et dépendance du voyageur qui ne la maîtrise pas. Le voyageur peut voyager seul, à pied, à dos de mulet ou à cheval, avec sa propre voiture selon ses moyens, ou bien en compagnie comme passager d'un transport collectif. C'est un choix financier, mais aussi un choix d'opportunité. Le choix du mode de transport dépend plus de l'état de route, des routes et de sa capacité à pouvoir l'utiliser, plutôt que d'un choix délibéré lié au confort ou à sa rapidité. Le cheval car il passe là où la voiture ne passe pas, ou ne va pas, puisque les itinéraires publics sont fixes, et le bateau quand l'infrastructure n'existe pas ou n'existe plus. Mais ce choix a en réalité peu d'importance pour la rapidité, puisque tout dépend de l'énergie animale. Qu'il s'agisse du transport terrestre, bœuf, mulet, cheval ou fluvial, car pour lui aussi tout dépend des chevaux quand il s'agit de remonter le courant et de l'état des chemins de halage. Le cheval est donc selon transport lui-même et de son cavalier ou moteur du transport, mais son autonomie est limitée. Il faut s'arrêter pour le nourrir, le reposer ou en changer. Finalement, tout le monde marche au pas, le voyageur à pied, le cavalier, y compris les voitures qui marchent au pas des chevaux, sous peine de les crever. La durée et le confort vont dépendre également du matériel utilisé, qui est assez simple. Les coches d'eau ou les coches terrestres, qui sont en fait empruntées au transport paysan des marchandises, ce sont des charrettes qui seront bâchées, équipées d'un banc, non sanglées et lourdes. Puis arrivent à partir de 1650 les carrosses, grosses caisses de bois qui, comme les coches, ne peuvent pas dépasser 40 à 50 km par jour. Les chaises de poste sont plus rapides et sont réservées en principe au courrier, sauf si on paye et que de façon non officielle on les emprunte. En 1759 vont apparaître les diligences qui, elles, sont équipées de suspensions. Elles vont 2 fois plus vite que les carrosses, qui, avec les coches, disparaissent alors à partir de 1765 sur les grands parcours, mais demeurent sur des parcours plus locaux. Le voyageur va alors gagner 50 à 75% de temps. Sur le même trajet Paris-Bordeaux, le voyage en diligence se réalise en 5 jours et demi au lieu de 12 en carrosse. À la fin de 1793, la Malposte, qui est mise en place par la Poste en France, qui n'offre pas plus de 4 places, concurrencera la diligence, arrivant à réaliser un Paris-Bordeaux en 87 heures, puis 37 heures, mais le coût financier est beaucoup plus élevé. Enfin, outre le matériel, la durée du transport va dépendre aussi de l'utilisation du service public ou privé que l'on peut utiliser, sans parler donc de l'usage personnel. Les messageries sont des entreprises de transport collectif qui se chargent du transport des voyageurs et des petits paquets. Elles ont le droit de rouler au galop entre 2 relais, mais ne peuvent voyager qu'entre 2 soleils, c'est-à-dire 2 jours. Le service public, quant à lui, est le service des postes, utilisé pour le courrier et ouvert au transport des voyageurs, en utilisant les relais de poste. Les diligences ont le droit de voyager la nuit à la fin du XVIIIe siècle.
De nouvelles diligences plus légères sont mises en place par Turgot pour améliorer le confort du voyageur. À la fin de l'époque moderne, le voyageur non seulement va plus vite s'il le souhaite, et son confort commence à être pris en compte, même si le résultat n'est pas toujours au niveau de l'objectif, puisque une Corgotine est décrite par Sébastien Mercier dans son tableau de Paris. La caisse de ces carrosses est étroite et les places qui y deviennent si pressées que chacun redemande sa jambe ou son bras à son voisin quand il s'agit de descendre. Le marchepied trop haut est incommode et impraticable pour les femmes. Si malheureusement il se présente un voyageur avec un gros ventre ou de larges épaules, tout le monde est supplicié, il faut gémir ou déserter. Enfin, reste la dernière condition de la définition, la personne. Après les routes, le transport, la durée de la distance, le voyageur doit néanmoins se nourrir, se sécher, boire. Autant de questions pratiques à régler que les arrêts sont nombreux. Si au début de l'époque moderne, le voyageur plus rare peut bénéficier encore des traditions de l'hospitalité, faire halte dans des lieux privés qui lui sont recommandés, lui-même faisant l'objet de lettres de recommandation, ou accueilli à des lieux d'étape comme pour le compagnon, cette hospitalité n'est pas possible pour tous et se perd. Voyageant seul, le voyageur doit prendre eau, provisions, lit portable et s'adapter à ce qu'il trouvera, ce qui variera beaucoup selon qu'il se trouve le long d'une route de poste, une ville, grande ou petite, un port ou à l'égard de tout. La répartition géographique des lieux d'hébergement est ainsi inégale en France et en Europe. Les lieux d'hébergement sont bien organisés en Angleterre, ainsi que dans les pays du Nord et de l'Est, et jugés en général de qualité. En France, leur implantation est plus dense dans le Nord, ainsi plus dans le Nord que dans le Sud, voire absente dans certains endroits. Hors des villes et des routes, le voyageur est souvent escroqué. Loin des routes de passage, ce sont des lieux à usage local, non tournés vers le passage, extérieur à la communauté locale. Les relais de poste vont de fait et par obligation constituer la première organisation de lieux d'hébergement. Si le maître de poste fournit les chevaux, il ne vit pas de cette activité et est souvent propriétaire terrien à la campagne ou aubergiste en ville. Avec les transports collectifs, l'arrêt prévu est obligatoire et non choisi. On ne dîne pas toujours là où on dort, car une auberge ne fournit pas toujours la nourriture. Les propriétaires de lieux d'hébergement, par ailleurs, ne sont pas des professionnels, et cette activité qui s'exerce sans condition n'est qu'une activité parmi d'autres. La satisfaction du voyageur passant n'est pas leur objectif. Les conditions de prix, de confort, d'hygiène et de salubrité sont très disparates. La certitude d'avoir un lit, du feu et de la nourriture non garantie. Vols, fraudes, grivelleries, trafics y sont aussi présents. Les récits de voyage s'en font souvent l'écho. Les aléas du voyageur commencent à être pris en compte cependant par l'État. Pour éviter les abus, l'activité qui reste libre va être de plus en plus réglementée et contrôlée sur les plans fiscaux et policiers. Les différents statuts vont accompagner les très nombreuses et inégales formes d'hébergement. Les établissements enseignes vont apparaître. Les progrès du transport à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle vont permettre de supprimer des étapes, mais aussi de choisir de s'arrêter ou non. Les guides de voyage donnent aussi des appréciations, y compris sur les formes d'accueil. Des guides de conversation enseignent les phrases types et les bonnes questions à poser. Les hébergements se spécialisent, auberges, hôtelleries, débits de boissons, logeurs, garnis, et leur nombre va suivre l'attractivité des lieux et du passage. Encore faut-il distinguer l'hébergement le long du trajet ou dans une ville, une grande, une petite. C'est là où il progressera le plus rapidement, avec différents niveaux de confort et d'accueil, mais aussi des services annexes. Inclus dans ces lieux, ou en tout cas à proximité, le cabaret, les traiteurs, les marchands de vin, les barbiers, les étuviers, et le restaurant qui apparaît au milieu du XVIIIe siècle. Rappelons-le, avant ce milieu, le restaurant était une boisson reconstituante. Du lieu de passage et halte pour chevaux et voyageurs, on arrive peu à peu à la fin de l'époque moderne à des lieux de service du voyageur qui redevient un hôte. Voici rapidement traversé ce tableau en noir et blanc. Vous voyez différents modes de transport de l'époque moderne. Si le voyageur personne n'a pas été l'acteur déterminant des transformations des routes et des modes et des moyens de transport, l'évolution de ces derniers vont lui permettre d'avoir un rôle actif dans l'évolution qualitative de l'hébergement, en devenant un acteur de l'économie des échanges et des révolutions dans les déplacements qui se développent au XIXe siècle. C'est ainsi que la définition du voyage en 1798 par l'Académie française devient « Le voyage, c'est le chemin qu'on fait pour aller d'un lieu à un autre qui est éloigné ». C'est tout simple. Et merci beaucoup. Normalement, on a pris dans la